Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'ouvrir cette année à nouveau les journées annuelles. Et voici donc la lourde tâche qui nous a été confiée à Jean-Philippe, Joël et moi-même, tenter de répondre à cette question « Quoi de neuf en gérontologie ?» Cette diapositive est une sorte de provocation. Elle cherche à faire réagir à cette quête de la nouveauté qui habite notre société. Faut-il nécessairement qu'il y ait quelque chose de neuf chaque année en gérontologie? Faut-il passer à la V 2012 de la gérontologie, car la V 2011 serait forcément obsolète? Cette interrogation du quoi de neuf n'est pas sans poser aussi une certaine question sur ce qui est valorisé dans notre société, c'est-à-dire ce qui est neuf, nouveau, et quelle place cette société fait-elle donc aux vieux, à nos vieux? La question donc pourrait donc être plutôt « Que faut-il sauver de l'ancien » en 2012 ? Nous avons donc préparé ensemble cette session et nous allons essayer de traiter ce sujet sous cet angle, sous l'angle de ce qui émerge, au sens presque littéral du terme, dans cet océan de données qui nous arrive chaque année, dans cet océan qui nous est arrivé cette année, à quoi peut-on se raccrocher? Qu'est-ce qui donne le plus de sens, à notre avis, à l'évolution de la gérontologie? Après ce préambule, nous avons décidé qu'il me revenait plus spécifiquement la tâche de traiter ce qu'il y a d'émergent en gérontologie sous l'angle de l'organisation des services. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour traiter ce sujet. Comme chaque année, je dois rappeler que cette présentation est tout sauf objective et qu'elle est basée sur mon suivi bibliographique personnel en restant focalisé sur la dernière année. Mais là encore, la question pouvait paraître trop vaste et après donc un premier écrémage des articles qui me paraissaient clés en 2011-2012, j'ai vu se dessiner des questions qui me paraissaient pouvoir tracer l'évolution de la gérontologie. C'est donc aux articles qui donnaient des éléments de réponse à ces questions que j'ai restreint le champ du discours qui va suivre. Qu'y a-t-il d'émergent sur le problème que pose le vieillissement au système de santé et comment faire face à ce problème, notamment en rapport avec les nouvelles technologies ou l'organisation de la délivrance des services. Sur la première de ces questions, nous avons eu à nouveau cette année notre livraison d'articles sur le concept de fragilité, si important sur le plan sociologique et historique dans ce qui définit notre champ d'expertise, notre discipline. Le problème auquel fait place notre discipline depuis quelques années, c'est l'absence de définition consensuelle de ce qu'est la fragilité, ou plus exactement la fragilité elle-même de chacune de ces définitions. Cette réalité concrète auquel chaque gérontologue est confronté échappe pourtant encore au champ de la connaissance telle qu'on aime habituellement à la définir selon des paradigmes statistiques. Une revue littérature récente publiée cet été dans le Journal of the American Geriatric Society fait état d'une prévalence de la fragilité qui varie de 4 à 59% pour les personnes vivant à domicile. Quel discours peut-on porter à partir de ces chiffres qui soient entendables par nos décideurs? Même si on connaît la variabilité des définitions, cela ne suffit pas à rassurer. Voici la figure publiée dans l'article que je citais tout à l'heure et dont vous avez ici la référence. Chaque petite étoile est entourée d'un intervalle de confiance à 95%. Alors forcément, sur 61 500 observations, il est possible de définir une moyenne. Alors sachons-le, cette moyenne s'établit à 10,7%. 10,7% des personnes âgées vivant à domicile seraient fragiles. Quand on sait que les chiffres qui composent cette moyenne varient de 4 à 59%, je vous invite à la plus grande prudence dans son usage. Vous voyez que l'une des questions clés sera de savoir si on se rapproche plutôt d'une définition prenant pour base la sarcopénie ou une définition plus large prenant en compte des éléments psychosociaux et environnementaux. La prévalence en est assez nettement affectée. Ce qui est frappant aussi, c'est que de voir que sur la seule question du genre, on perd 20 000 sujets, ce qui n'est pas rien. Mais cela permet également de souligner que les femmes sont en général plus souvent atteintes que les hommes. Mais alors ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'on perd 52 631 sujets pour juste regarder la relation entre l'âge et la fragilité. On est devant cette
cette figure paradoxale qui est que le phénomène dont on documente qu'il est plus fréquent chez les personnes âgées est aussi extrêmement peu étudié chez eux, puisque vous le voyez, les données de prévalence ne reposent que sur 456 observations chez les plus de 85 ans. Pas de quoi pavoiser de la recherche en gérontologie, chers collègues. La question de la fragilité pourrait être vue comme un mythe, au sens d'une histoire qui enseigne quelque chose en dehors de son application concrète. Un mythe n'est pas quelque chose de faux. Le mythe d'Œdipe ne cherche pas à raconter ce qui serait réellement arrivé à Œdipe, mais elle cherche à enseigner sur quelque chose qui touche tout homme pour ce qui est d'Œdipe, tout gérontologue pour ce qui serait de la fragilité. Y aurait-il d'autres mythes ? Celui de la compression de la morbidité est intéressant à interroger à partir des données publiées cette année. Pendant des années, nous avons été confrontés au discours très optimiste du fait que la population française et du globe vieillissait de mieux en mieux. Vous avez probablement, vous-même, comme moi, transmis ce message. Or, les données les plus récentes ne vont pas dans cette direction. Mon objectif ici ne va pas être de rentrer dans le détail de la critique de ces chiffres. Ils sont critiquables, bien sûr, notamment parce qu'ils sont basés sur des déclarations. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est que le message antérieur, celui qui portait le message de la compression, de la morbidité ou de la dépendance, reposait exactement sur le même type de méthodologie. On ne peut donc pas tout simplement évacuer les données actuelles qui seraient dérangeantes et accepter celles qui précédaient. En résonance d'ailleurs avec ce message, on peut constater que le risque d'être institutionnalisé avant la fin de sa vie n'a pas changé en Allemagne durant ces 10 dernières années. Alors, je vous présente sur cette diapositive les données sous forme de graphique avec la référence pour y accéder. Je ne présente que les données des femmes, la figure est très proche pour les hommes. Il y a eu un changement de méthodologie qui explique le trou de données entre 2002 et 2003. Le constat, c'est que l'espérance de vie continue d'augmenter, mais que l'espérance de vie sans incapacité aurait tendance soit à stagner, soit même à diminuer. Il y a ici les chiffres et les rapports entre ces deux espérances de vie. Que vois-je d'émergent dans ces deux publications ? Certes, il n'y a pas de définition universelle de la fragilité. La question que je voudrais poser est, cette définition est-elle nécessaire ? Cette quête est-elle porteuse d'un sens ou est-ce une impasse ? L'autre leçon, c'est l'invitation à la prudence sur nos discours, sur les défis démographiques et épidémiologiques qui s'en viennent. Mais si les chiffres de 2012 sont exacts, ils permettent tout de même de souligner l'urgence qu'il y aurait à traiter vraiment et en profondeur la question de la perte d'autonomie fonctionnelle ou de la dépendance, si nous voulons continuer à l'appeler ainsi. Au-delà des chiffres sur la perte d'autonomie ou du nombre de fragiles, deux notions émergentes dans la littérature récente sont importantes à souligner. Celui du concept de la solitude et celui de la multimorbidité. En effet, il a été montré que le premier, la solitude, le sentiment de solitude, est un indicateur de perte d'autonomie fonctionnelle et de mortalité. Et il a été aussi montré que le deuxième est en passe de devenir, en quelque sorte, la clé de voûte de notre discipline. Pour ce qui concerne la relation entre la solitude et la perte d'autonomie fonctionnelle, dans ce très intéressant article, je vous invite à regarder plus précisément cette ligne du tableau 1. On y voit que les personnes qui ressentent le sentiment de solitude, loneliness en anglais, ne sont pas si souvent isolées, isolation en anglais. Ainsi, 26% des personnes qui ressentent le sentiment de solitude vivent seules. Dit autrement, 73% ne vivent pas seules. Et c'est pourtant ce sentiment de solitude, et pas le fait de vivre ou non avec quelqu'un, qui est un marqueur prédictif du déclin fonctionnel. Et ce, de façon indépendante de l'humeur, par exemple. Au passage, retenons aussi que le tissu urbain est, de façon non statistiquement significative, légèrement protecteur du sentiment de solitude. Ce qui va à l'encontre d'idées reçues comme quoi les personnes vivant en milieu rural seraient soit beaucoup plus exposées, soit beaucoup moins exposées au sentiment de solitude. La vérité, c'est que le sentiment de solitude touche environ 2/3 des personnes âgées, qu'elles vivent ou non en milieu rural. Cette figure résume le titre de l'article. Oui, il y a bien une relation entre le sentiment de solitude et le déclin fonctionnel, non statistiquement significatif pour ce qui concerne la mobilité, mais très légèrement, mais à la limite de la significativité. Et il y a également une relation entre le sentiment de solitude et le décès, dont le risque est multiplié par un facteur 1,5 environ. Je pense que nous tous, gérontologues, devrions lire avec attention cet article du Lancet, qui me paraît lancer un défi à notre discipline, en se penchant sur la multimorbidité.
Je souhaite ici préciser qu'il y a une différence entre comorbidité, où il y a une pathologie centrale et des pathologies comme annexes qualifiées de comorbidité, et le concept de multimorbidité, où le destin des personnes dépend de la coexistence, de la coévolution de plusieurs pathologies, de l'interaction maladie-maladie, l'interaction maladie-traitement, traitement-traitement. Les deux figures que je vais vous présenter ne rendent pas totalement hommage à cet article qui aurait à lui seul pu donner lieu à une séance d'explicitation. Je voudrais souligner quelques points qui ont retenu mon attention. Alors, dans cette figure, plus il y a de bleu foncé, plus il y a de pathologie, avec un axe ici qui est l'axe des âges. Donc le premier point, c'est que la multimorbidité est certes une fonction de l'âge. On voit que la fréquence augmente avec l'âge. Mais qu'en nombre absolu, le nombre de personnes touchées par la multimorbidité est plus important chez les sujets de moins de 65 ans, et que ce phénomène touche 23% de l'ensemble de la population. Il ne s'agit donc pas d'un simple enjeu de la gériatrie, mais peut-être d'abord et avant tout celui de la première ligne. La deuxième figure qui montre l'influence du statut social sur l'entrée en morbidité. Cette fois, vous avez ici le pourcentage de personnes atteintes par le concept de multimorbidité, c'est-à-dire touchées par au moins 2 pathologies. Et les courbes vont différer selon le statut socio-économique. On voit que le phénomène est très marqué aux âges du milieu de la vie et absent aux âges extrêmes. Le statut social agit donc comme un accélérateur du processus d'entrée en multimorbidité. Ainsi, pour atteindre 50%, les personnes qui ont un bas niveau social atteindront la multimorbidité à 56 ans environ et 65 ans pour les hauts niveaux sociaux. Et ceci est surtout vrai lorsque l'on prend en compte non seulement les pathologies organiques, mais également les pathologies psychologiques. Ce qui émerge à nouveau de ces deux études me semble donner une direction à notre discipline. Les défis ne sont pas des défis uniquement médicaux et encore moins uniquement gériatriques. Vous le voyez, c'est dans la conjonction de défis physiques, psychologiques, socio-environnementaux que nous sommes confrontés. Il ne faut donc pas seulement renforcer la réponse médicale. La question du vieillissement ne doit pas être ni sur ni sous-médicalisée, mais justement médicalisée. Cela pose la question aussi de la coordination clinique comme une dimension essentielle du soin au sens du care. Et étant donné l'ampleur du phénomène et son début assez tôt dans la vie, la gériatrie a un devoir éthique de renforcer la médecine de première ligne dans ses efforts pour faire face à ces enjeux. Alors faire face justement, comment ? Les nouvelles technologies par exemple. Un article un peu dérangeant a été publié cette année sur cette question. Les patients étaient sélectionnés pour leur multimorbidité et avaient à domicile un appareil avec une prise de constante, quelques échelles de santé, la pression artérielle, le glucose, la saturation, le pic flow. Le patient allait à sa station une fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Il peut même avoir une vidéoconférence, et s'il ne le fait pas, en tout cas, les données sont envoyées. Elles sont vues par un médecin 7 jours sur 7, 365 jours par an, et une infirmière qui peut appeler le patient par téléphone, elle peut avoir une vidéoconférence avec lui, et s'il y a une alerte, elle peut alerter le médecin généraliste. Elle dispose d'ailleurs, pour savoir quoi faire, d'un logiciel d'aide à la décision. Tous les patients sont avertis, en plus d'appeler le numéro d'urgence en cas de doute. Alors on compare cela à des soins usuels, et la courbe que je vous présente montre qu'il y a une surmortalité dans le groupe télémédecine. Inexpliquée pour les auteurs, mais qui peut permettre de jeter un regard peut-être un peu critique à des pratiques médicales peut-être poussées jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si l'on regarde les autres critères de jugement, qu'il s'agisse du nombre d'hospitalisations, des hospitalisations en urgence, du nombre de jours de passés à l'hôpital, etc., le programme n'a pas d'effet. Y aurait-il une autre voie ? Peut-on réfléchir à de nouveaux modes de délivrance des soins et des services ? Pour tous ceux qui s'intéressent à la question de la coordination clinique, la lecture de cet article accessible sans frais sur le site du King's Fund me paraît incontournable. Le King's Fund fait partie des instances de recherche qui influencent le plus les décisions de politique de santé publique en Grande-Bretagne. La première bonne nouvelle est qu'en 2011, même quand on est de langue anglaise, et même lorsqu'on est largement implanté dans la recherche en organisation des services, on a le droit de se poser la question, la gestion de cas, qu'est-ce que c'est et comment l'implanter ? Au moment où en France, je ne cesse moi-même de faire face à cette question, je trouve que le fait que d'autres se la posent de par le monde a un côté rassurant. Les réponses qui sont apportées dans l'article sont passionnantes. Là non plus, je ne peux pas y rendre totalement hommage dans le temps qui m'est imparti. Je souligne sur cette diapositive quelques messages clés. Lorsque l'on parle de la gestion de cas, la question qui arrive immédiatement est celle de la population cible de cette intervention. Et là aussi, nous retrouvons
un débat qui n'est pas sans rappeler celui de la fragilité. Et on est également rassuré de voir que Turner, en 2011, se pose la question « The complexity of measuring clinical complexity ». À la limite, on arrive à dire ce que ça n'est pas, et ça n'est pas la multimorbidité ou la comorbidité, quelle que soit la façon dont on approche ce concept-là. Il y a une relation entre complexité et comorbidité, mais il n'y a pas réduction de l'un par l'autre. Que retenir ? Il y aurait quelque chose d'humain, finalement, dans tout cela. Tout ne peut pas rentrer dans des algorithmes décisionnels. Il faut un composant plus flexible, plus complexe, pour répondre à la situation d'une personne en particulier. Mais finalement, la question qui nous était posée pouvait aussi se traiter sous l'angle de l'actualité, des nouvelles. Sous cet angle, je voulais souligner la date du 19 septembre 2012, comme ayant été très marquante dans notre actualité. Par une mauvaise nouvelle, celle du décès de Geneviève Larocque, qui a été durant tant d'années la voix des vieux, face à de multiples institutions. Et à titre personnel, je voulais rendre hommage à cette grande dame qui m'a tant marqué. L'autre nouvelle est bonne. Elle concerne notre ami Régent Hébert, gériatre de l'université de Sherbrooke et connu de façon internationale pour ses travaux sur l'organisation des services et le maintien de l'autonomie. Il a été nommé le même jour, le 19 septembre 2012, ministre de la Santé du Québec. Et à titre personnel, je n'envisageais pas de finir cette allocution sans lui rendre un hommage mérité, étant donné que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres gérontologues de par le monde qui aient atteint ce niveau de responsabilité. Je vous remercie.